Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans la suite du cours de démence. La fois passée, on avait vu la définition, la clinique, les examens paracliniques, les diagnostics différentiels du syndrome différentiel. Les vidéos sont toujours dans les playlists, je vous invite à les consulter. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans ce module et les prochaines, Inch'Allah, dans la longueur de toute l'année. Je vous demande le maximum de partage, le maximum de j'aime et on continue dans la deuxième partie. Maintenant, on va aborder le diagnostic étiologique de la démence. Quelles sont les causes de la démence? On a premièrement des causes qui sont non dégénératives et on a des causes dégénératives, c'est bien sûr la maladie d'Alzheimer, la fameuse maladie d'Alzheimer. Donc, premièrement, commençons par les maladies ou bien les démences non dégénératives. Il n'y a pas de dégénérescence. On a les démences vasculaires, comme on a dit dans la première partie. L'IRM va nous permettre de détecter ou bien de poser le diagnostic de ces démences-là. C'est l'état lacunaire de Pierre-Marie, la démence par infarctus cortico-multiple. On a la maladie de Binswanger. C'est la leucoencéphalopathie sous-corticale et le cadicile. C'est le cérébral autosomal dominant artériopathie with subcortical infarctus and leucoencéphalopathie. Donc, gardez-vous en tête, ce sont des démences vasculaires. Ce sont des causes qui sont non dégénératives. Je répète, ce sont des démences non dégénératives. On a premièrement les causes vasculaires, c'est la malirrigation, c'est le problème de circulation sanguine du système nerveux central. On a deuxièmement des démences à cause infectieuse. Donc on a la paralysie générale du syphilis. On a dit que dans les examens paracliniques, on va rechercher du syphilis comme cause. On a la méningoencéphalite. C'est de la phase tertiaire du syphilis. On a d'infection au VIH. On a la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est une encéphalopathie spongiforme transmissible dont l'agent responsable sont des prions. On va voir ces causes dans les maladies infectieuses du système nerveux central. Je vous invite à abonner pour recevoir tous les prochaines vidéos dans toute l'année. Donc, on a des causes qui sont infectieuses, des causes vasculaires. On n'oublie pas la tuberculose, ça peut donner des méningites, tuberculose et la maladie de Lyme. Donc, la liste s'allonge. Gardez-vous en tête que les causes dégénératives, on a des démences vasculaires et on a des démences infectieuses. Il existe d'autres démences secondaires. C'est l'hématome sous-dural chronique. Ça nous fait appel au cours du traumatisme crânien. Je vous invite à le consulter. L'hydrocéphalie à pression normale ou bien l'hydrocéphalie chronique. On a abordé ce cours la fois passée. Donc vous voyez que il existe un enchaînement de cours comme je vous ai dit dans la première partie. Je vous invite à consulter la playlist pour assimiler bien ce module de neurologie. Donc les tumeurs, l'abcès cérébraux, les causes toxiques, c'est l'alcoolisme chronique, les troubles endocriniens et métaboliques, les affections neurologiques et systématiques, certaines maladies systémiques inflammatoires, telles que la maladie de Behçet ou bien Behçet. Ça, c'est une maladie auto-immune. Il va donner des manifestations neurologiques, le lupus érythémateux disséminé, le LED et le syndrome de Gougereau-Sjogren et les maladies granulomateuses telles que la sarcoïdose. Donc tout ça entre dans le territoire des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies de système. Ça peut donner des manifestations neurologiques et peut donner du démence ou bien du syndrome démentiel. J'espère que jusque-là, vous avez retenu les causes non dégénératives. C'est premièrement des causes vasculaires. Ce sont des démences infectieuses en deuxième plan et des démences secondaires à une cause. Donc, comme on a cité,
ce sont des traumatismes ou bien des troubles métaboliques ou parfois des maladies auto-immunes. Donc, jusque-là, c'était les causes ou bien les étiologies non dégénératives du syndrome démentiel. Et maintenant, on va aborder la démence dégénérative, c'est la fameuse maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, comme on avait dit dans la première partie, c'est la cause la plus fréquente de la démence après 65 ans. Elle est découverte en 1906 par Alois Alzheimer et elle a pris son nom. Elle est provoquée par une atteinte progressive, dégénérative, atrophie. C'est une perte de cellules, je répète, de plusieurs régions du cerveau. Donc, les formes familiales sont rares, heureusement, et habituellement à début précoce avant 60 ans. Mais gardez-vous en tête, la maladie d'Alzheimer va apparaître au-delà de 65 ans, comme je vous ai dit dans la première partie. Donc, c'est la maladie dégénérative la plus fréquente du cerveau. L'espérance de vie diminue malheureusement avec l'âge. Donc, c'était la fameuse maladie d'Alzheimer. C'est la dégénérescence des zones corticales. Elle va apparaître au-delà de 65 ans et est favorisée malheureusement par le vieillissement. Donc, quels sont les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer? Ça, vous devez les retenir. Ce sont des questions fréquentes d'examen, comme je vous ai dit. De fur et à mesure qu'on avance dans le cours, je vous invite à prendre des notes, de retenir les points forts. C'est comme ça qu'on va apprendre. Donc, premièrement, bien sûr, c'est l'âge. Chaque fois qu'on avance dans l'âge, on a la possibilité d'avoir la maladie d'Alzheimer. Deuxièmement, les antécédents familiaux des maladies d'Alzheimer, ça va augmenter la chance d'attraper Alzheimer. On a des facteurs qui sont génétiques, c'est l'allèle epsilon 4 de l'apolipoprotéine E. Le sexe, comme je vous ai dit, une prédominance féminine, mais pas une prédominance élevée. Le niveau d'instruction et de conditions socio-économiques. Les facteurs de risque vasculaire, comme c'est toujours les mêmes, c'est de l'HTA, le diabète et de l'hypercholestérolémie. Tout ça va favoriser ou bien vont être des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Les facteurs environnementaux, on a des facteurs protectrices ou bien des facteurs protecteurs, c'est le traitement hormonal substitutif, l'alcool. Vous voyez ça, c'est la contradiction. L'alcool va être un élément protecteur contre la maladie d'Alzheimer. Notez ça bien, l'alcool, ça c'est une contradiction, mais cette fois-là, l'alcool est un facteur protecteur. Et bien sûr, les antioxydants, c'est le stress oxydatif qui va causer le vieillissement. Donc, tout facteur antioxydant va lutter ou bien défendre contre la maladie d'Alzheimer. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la consommation de poissons. Donc, ça, c'était les facteurs de risque. C'est de l'âge, les antécédents, quelques facteurs génétiques, une légère prédominance féminine et bien sûr le niveau socio-économique. Ça va favoriser la détérioration du système nerveux et les causes vasculaires, l'HTA, diabète et l'hypercholestérolémie. Donc ça, c'était des facteurs du risque de la maladie d'Alzheimer. Je répète, vous devez les retenir. Ça peut être des questions d'examen. Donc, les facteurs de risque sont des questions probables d'examen, surtout en module de neurologie. Maintenant, on va voir de la pathologie, la neuropathologie de la maladie d'Alzheimer. Comment survient la maladie d'Alzheimer? Donc, ce sont des lésions neuropathologiques typiques de la maladie qui sont représentées par, là, vous devez retenir, là, c'est de l'anatomopathologie, c'est de la plaque sénile qui est indiquée là. Ça, c'est de la plaque sénile. Vous devez les retenir, vous devez le reconnaître dès que vous voyez. Ça, c'est de la plaque sénile, c'est la lésion élémentaire, c'est la lésion anatomopathologique au niveau de la maladie d'Alzheimer.
Et on va noter aussi dans l'histopathologie la dégénérescence neurofibrillaire qui est représentée là. Donc faites attention, notez bien ces deux critères-là, c'est de la plaque sénile, ce qui est pathognomonique à l'Alzheimer, et la dégénérescence neurofibrillaire. Je répète, ce sont des points forts, ce sont des questions très, très probables d'examen. C'est de la plaque sénile, je répète, la lésion anatomopathologique et la dégénérescence neurofibrillaire. J'espère que vous avez les notés. Donc, premièrement, on va noter, ou bien on va voir la plaque sénile qui est constituée de dépôts de substances amyloïdes. Ça nous fait rappel au cours de l'amylose. On avait dit qu'il a un rôle très important dans la maladie d'Alzheimer. Ces dépôts amyloïdes vont disséminer dans le parenchyme nerveux au niveau du domaine extracellulaire. Donc, c'est la pathologie extracellulaire. C'est les amyloses. Ça nous fait rappel au cours de l'anatomopathologie des amyloses. Je vous invite à le consulter. Donc, cette substance amyloïde résulte de l'agrégation d'un peptide de 40 à 43 acides aminés appelé la protéine B amyloïde ou bien AB. Donc, c'est de l'amylose AB. Lui-même dérivé d'une protéine précurseur de l'amyloïde qui est appelée APP ou bien amyloïde précurseur protéine. Donc ça c'était premièrement, c'est la plaque sénile, c'est une dégénérescence ou bien c'est un dépôt de substance amyloïde. Donc je répète une autre fois, la plaque sénile indiquée là, ça ce sont des dépôts amyloïdes qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Donc elle est constituée de peptides AB, c'est de l'amylose alpha-bêta ou bien A-bêta. Et deuxièmement, c'est la dégénérescence neurofibrillaire, la DNF, comme indiqué là. On va noter une dégénérescence neurofibrillaire. Donc, cette dégénérescence, elle correspond à une accumulation intraneuronale de fibrilles formées de paires de filaments appareillés en hélice. Ces filaments sont constitués de protéines microtubulaires, les TAU. Donc, c'est la protéine TAU anormalement phosphorylée, comme indiqué là dans les illustrations. Mais gardez-vous en tête les lésions caractéristiques de maladie d'Alzheimer. C'est la plaque sénile et c'est la dégénérescence neurofibrillaire. Et on va noter bien sûr la perte neuronale et la perte synaptique. Tout ça sont des dégénérescences malheureusement au niveau du système nerveux central qui vont donner la manifestation de la maladie. J'espère que l'histopathologie maintenant est claire. Ces lésions-là sont des lésions dégénératives liées à des plaques séniles qui sont des dépôts amyloïdes A-bêta et aussi une dégénérescence neurofibrillaire. Ces deux critères-là, vous devez les retenir par cœur. Ce sont des questions probables d'examen. Donc là, on voit un cerveau normal. Donc vous voyez que les jurys sont bien développés. Et là, on voit dans la maladie d'Alzheimer une dégénérescence. Vous voyez la différence entre ces deux aspects-là. Ça, c'est ces jurys qui sont riches. Là, on voit une dégénérescence. Regardez les sillons entre les jurys. Ils sont très grands, ils sont de grande taille. Ils témoignent d'une dégénérescence. Là, c'est de l'atrophie du système nerveux central. Donc ça, c'est un cerveau normal. Ça, c'est un cerveau dans la maladie d'Alzheimer. Donc le degré de dégénérescence est tellement important. Il va donner un syndrome démentiel, malheureusement. Donc, passons maintenant au diagnostic précoce et les critères. Donc, de nouveaux critères sont proposés. On a de la maladie d'Alzheimer qui est certaine, la maladie d'Alzheimer probable et une maladie possible selon les signes ou bien les critères. Donc, on peut dire qu'on a d'une maladie d'Alzheimer certaine. Donc, ça, vous devez les retenir, bien sûr. S'il y a un déclin cognitif,
qui est responsable d'un syndrome démentiel avec une neuropathologie, c'est de la plaque sénile et la dégénérescence neurofibrillaire. Là, on est certainement devant une maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'était le premier cas. Si une dégénérescence vous a donné un syndrome démentiel avec des signes neurodégénératifs, c'est de la maladie d'Alzheimer. Donc on est certain dans ce cas-là. Ça, c'était le premier cas. Non, deuxièmement, une maladie d'Alzheimer qui est probable. Donc, les critères sont un déclin cognitif documenté dans le temps, ça c'est premièrement. Les critères complémentaires ou bien des biomarqueurs. Donc, on a deux types. On va confirmer le processus physiopathologique du SCR, marqueur de plaque sénile, ou bien on va confirmer l'évolution des lésions structurales par l'IRM ou bien le PET scan. Là, c'est probable. On a un déclin cognitif et les critères complémentaires qui sont les biomarqueurs et on n'a pas un syndrome démentiel, pas encore. Donc ça, c'est probablement de la maladie d'Alzheimer. Donc la différence entre la première, là, on est certain, là, on est très probable, mais on n'est pas certain encore. Le troisième cas, c'est la maladie d'Alzheimer qui est possible. Donc on est moins certain que le probable. Donc, on a un déclin cognitif responsable d'un syndrome démentiel. Il n'y a pas de critères complémentaires. On a des profils atypiques et ça peut être une cause d'autres démences qui sont possibles, par exemple des démences vasculaires, par exemple des démences infectieuses. Donc là, on n'est pas sûr et certain que c'est la maladie d'Alzheimer. Donc c'est possible, c'est pas probable et c'est pas certain. Parfois, on est dans la phase prédémentielle. Donc, on a juste un trouble cognitif qui est léger et parfois ce sont les phases précliniques. Ce sont les critères de Sperling. Donc, mais retenez, on est certain devant un syndrome démentiel avec des signes neuropathologiques, c'est de la plaque sénile et de la dégénérescence neurofibrillaire. Je répète, ces critères-là, vous devez les retenir. La plaque sénile, les dégénérescences neurofibrillaires, vous devez les noter. Ça, ce sont les critères. Critères possibles, maladie probable. Là, on est certain. Donc, c'est un tableau récapitulatif de tout ce qu'on avait dit selon les critères de Mac-Tran à 2011. Donc, la durée de vie. Malheureusement, vous voyez, ça, c'est de la phase présymptomatique. Ce sont les lésions cérébrales. La plainte amnésique. Le patient va vers de l'amnésie. Donc, vous voyez la dégradation des fonctions cognitives là. C'est qui a commencé à bas débit. Maintenant là, c'est la MCI. C'est les critères mineurs de la maladie dégénérescence comme indiqué là. Donc, c'est la phase prédémentielle. C'est le MCL. Ce sont les troubles légers. Elle veut dire légère. Là, on note le déclin qui a augmenté d'accélérer. Et malheureusement, dans la phase de démence, c'est un déclin cognitif avec une durée de vie qui est limitée avec la dégénérescence. Donc ça, c'était que les phases du développement de maladie d'Alzheimer, la phase présymptomatique, la plainte mnésique qui va commencer, on avait dit dans le syndrome démentiel, et les troubles de mémoire rapide ou bien des mémoires récentes qui vont apparaître en premier lieu. Après ça, le syndrome léger et en dernier lieu, la démence lorsqu'elle s'installe, ça va détériorer la fonction cognitive de façon énorme et la durée de vie, malheureusement, elle est limitée avec le développement de la maladie. Donc, passons dernièrement au traitement. Donc, on a des traitements pharmacologiques, des traitements préventifs et des traitements non pharmacologiques ou bien symptomatiques. Commençons par les traitements pharmacologiques.
On a des inhibiteurs de l'acétylcholine estérase. Ça peut aider dans la maladie d'Alzheimer. Donc, les agonistes du récepteur NMDA, N-méthyl-D-aspartate, c'est l'exemple de mémontine ou bien Ibixa. On a d'autres médicaments qui vont traiter le trouble psychocomportemental, c'est de l'IRSS, les antiépileptiques, thymorégulateurs, c'est de la carbamazépine, et bien le dépakine. Ça peut être utilisé dans les troubles psychocomportementaux. Et pour les manifestations psychotiques, on peut prescrire des antipsychotiques pour ce patient-là. Ça, c'est de la psychiatrie. Mais gardez-vous en tête que les inhibiteurs, ce sont les inhibiteurs de l'acétylcholine estérase. On a les agonistes du récepteur NMDA et les autres médicaments pour les troubles psychocomportementaux et manifestations psychotiques. Ça, c'est concernant rapidement ou bien brièvement le traitement pharmacologique de la maladie d'Alzheimer. On a un traitement préventif, donc c'est traiter les causes. Comme on a vidé, c'est de l'HTA, le diabète, ce sont les facteurs de risque vasculaire. Donc, chez un patient, on doit normaliser l'HTA et le diabète pour ne pas tomber dans les facteurs favorisants de la maladie d'Alzheimer. Un régime alimentaire, les aliments pauvres en graisse, on avait dit que l'hypercholestérolémie était un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est pour cela que je vous ai dit que vous devez retenir les facteurs de risque. C'est nécessaire pour le traitement préventif. Savoir l'étiologie d'une maladie nous aide à la prévenir. Donc, et bien sûr, ce régime alimentaire doit être riche en vitamines B6, B12 et folate. Et le B9, tout ça sont des nutriments bénéfiques pour le système nerveux central. On a les neuroprotecteurs, c'est les antioxydants. On avait dit que le stress oxydatif est un facteur de risque de vieillissement et de dégénérescence de tout le corps. C'est pas juste la maladie d'Alzheimer. Donc les antioxydants, on a de la vitamine C, la vitamine E et les carotènes. Tout ça sont des facteurs antioxydants qui vont lutter contre le stress oxydatif. Ça nous fait rappel au cours de biochimie du stress oxydatif. Donc vous voyez, le stress oxydatif est un facteur de risque dans la maladie d'Alzheimer, comme on avait vu dans la première partie. On a du traitement non pharmacologique. Donc, c'est la prise en charge des déficits cognitifs. Donc, c'est, on peut dire, un traitement symptomatique. C'est de la psychothérapie, l'aménagement de l'environnement du patient. On a de la modification des interactions sociales. De façon générale, toutes les actions visant à maintenir l'autonomie. Donc, on va essayer de mettre le patient en autonomie. On va essayer de ne pas laisser le patient devenir grabataire. Donc, c'est tous les critères, ou bien tous les prises en charge. C'est de la psychothérapie, de l'aménagement, tout ça pour garder l'autonomie du patient le plus longtemps possible. Donc, la prévention reste le meilleur moyen de traitement. Ça, c'était le traitement de la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, on peut pas beaucoup faire pour le patient atteint d'Alzheimer. On peut juste allonger la durée de survie de ce patient-là. En dernier lieu, donc, on a d'autres causes de démence qui sont dégénératives mais sont moins fréquentes. Gardez-vous en tête, c'est la maladie d'Alzheimer, je répète, qui est le premier cause de syndrome démentiel. On a des démences frontotemporales, c'est la DFT. On a la dégénérescence corticobasale. On a du démence à corps de Lewy. Là, on va noter des corps de Lewy, mais gardez-vous en tête, c'est la plaque sénile qui va caractériser la maladie d'Alzheimer. Je répète, la plaque sénile et la dégénérescence neurofibrillaire, ça, vous devez le retenir. Vous devez la détecter dès que vous le voyez dans l'anatomopathologie.
D'autres démences sous-corticales, c'est la maladie de Parkinson. On va voir prochainement dans les prochaines vidéos. On a la paralysie supranucléaire progressive. C'est la maladie de style Richard-Olszewski. Donc, tout ça sont des démences dégénératives. Et en dernier lieu, c'est la chorée de Huntington. Ça nous fait appel aux lésions sous-corticales ou bien des noyaux centraux. Ça, c'est du cours de des ataxies. Donc, on va détailler prochainement la maladie de Parkinson et les ataxies. Et on va aborder ces titres-là. Donc ça, c'était la fin du cours de la maladie d'Alzheimer ou bien la deuxième partie du syndrome démentiel. J'espère que la vidéo était claire et bénéfique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochains cours durant toute l'année. Bon courage, mes chers confrères.